En tant qu'ancienne haute responsable du renseignement militaire, Tony Blair conseille à la fois Steve Witkoff et Donald Trump sur l'avenir de Gaza. Il a bien sûr été l'ancien envoyé spécial au Moyen-Orient pour les puissances occidentales. Pensez-vous que cela aidera ou entravera toute chance de mettre fin à cette guerre et, en effet, l'avenir de Gaza? Je souhaite bonne chance à Sir Tony Blair, car reconstruire Gaza après la guerre sera un immense défi, tout en empêchant les groupes terroristes d'en faire une base pour de futures attaques contre Israël. Vous savez, la reconstruction de Gaza signifiera la reconstruction du Hamas, à moins que le Hamas ne soit retiré du pouvoir. Il est impossible de reconstruire Gaza tant que le Hamas subsiste, car il refera son réseau de tunnels pour préparer une nouvelle attaque comme celle du 7 octobre. La vraie question est comment amener le Hamas à quitter le pouvoir et à déposer les armes. Tant que le Hamas ne met pas fin à la guerre commencée le 7 octobre 2023, rien n'est à reconstruire, sinon ce serait préparer la prochaine attaque contre Israël. Et c'est l'un des grands débats qui ont lieu en ce moment. Je trouve extraordinaire que beaucoup de gens parlent de ce qui se passera le lendemain. Nous devons d'abord attendre la fin de la guerre. Forte pression sur Benjamin Netanyahou. Nous comprenons, même au sein de la direction de l'armée israélienne, avec son propre gouvernement. Et récemment, d'importantes manifestations ont eu lieu en Israël, surtout par les familles des otages. Encore une fois, elles ont une perspective très spécifique. Nous devons mettre fin à la guerre. Nous devons ramener tous les otages. Son argument a été très clair. On ne récupère les otages que lorsqu'on représente réellement une menace pour le Hamas. Un autre 7 octobre du Hamas surviendra si nous ne les détruisons pas totalement. Quelle est votre position dans ce débat? Vous savez, Julia, j'ai passé le week-end à regarder Otage sur Netflix et j'ai trouvé extraordinaire d'avoir un Premier ministre britannique. Pas de spoiler, mais elle expliquait qu'elle ne permettrait pas que son pays soit pris en otage et qu'elle refusait de négocier avec des terroristes. C'est la position admirable dans la série Netflix. Mais en Israël, nous sommes dans la position où nous devons négocier avec des terroristes. Eh bien c'est bien à tes choux. Vous avez versé des rançons à des terroristes. Exactement. Payer une rançon. Et le débat en Israël est: pouvons-nous accepter la fin de la guerre selon les conditions que le Hamas exige? Maintenant, le débat douloureux est: acceptons-nous un accord partiel qui permettrait la libération de certains otages et une pause dans la guerre? Ou utilisons-nous notre avantage militaire pour exiger une fin de la guerre qui obligerait le Hamas à libérer tous les otages et à renoncer au pouvoir? Netanyahou estime qu'il ne faut pas accepter d'accord partiel qui interromprait la guerre. Nous devrions utiliser la menace de conquérir la ville de Gaza pour forcer le Hamas à déposer les armes, à renoncer au pouvoir et à libérer tous les otages. Il y a une compréhension partagée en Israël, nous sommes tous du même côté. Récompenser les terroristes pour la prise d'otages encouragera d'autres prises d'otages. Ils ont pris des otages, justement parce qu'ils savaient pouvoir obtenir quelque chose. La libération de quelques centaines de prisonniers palestiniens à chaque fois, y compris d'ailleurs, la dernière fois, il y a quelques années, Yahya Sinwar, qui a été condamné dans une prison israélienne et qui a été libéré et a pu sortir. Mais voilà le problème. Je peux comprendre si j'étais un membre de la famille ou un proche d'un otage actuellement détenu, l'une des 20 personnes que nous pensons encore en vie, où évidemment les gens veulent récupérer les corps de ceux qu'ils croient morts, juste pour s'assurer qu'ils ne sont pas profanés, mais aussi pour être sûrs qu'ils ne sont pas encore vivants dans les tunnels, amaigris, torturés, comme nous l'avons vu dans certaines vidéos horribles récemment. J'ai mon avis, mais je comprends aussi pourquoi Benjamin Netanyahou, dont je ne partage pas les idées, a un autre point de vue. On ne peut pas penser uniquement à ces 20 otages. Il faut penser à la population d'Israël et à la menace qui pèse sur elle à l'avenir. Mais la réponse, c'est vraiment de raser la ville de Gaza, parce que la raison pour laquelle la ville de Gaza n'a pas été rasée et qu'elle fonctionne encore comme une ville, c'est parce que les terroristes du Hamas ont été forcés de fuir et aussi parce que, plus au sud, les forces de Tsahal sont allées de maison en maison sans bombarder à la même échelle que dans d'autres villes, car elles pensent que beaucoup d'otages y sont détenus. C'est un dilemme tellement difficile pour n'importe quel dirigeant politique. Nous avons vu d'importantes manifestations en Israël demandant la fin de la guerre et le retour des otages. Et je pense que ce sont des scènes inspirantes qui montrent à quel point les Israéliens se soucient les uns des autres et des citoyens qui sont piégés dans les geôles du Hamas.
bien plus que le Hamas ne se soucie de ses citoyens. Exactement. Mais je crois qu'on perçoit de l'extérieur un débat en Israël plus important qu'il ne l'est vraiment. En Israël, chacun sait qu'il faudra vaincre le Hamas, reste à savoir si ce sera bientôt ou plus tard. Est-ce qu'on conclut un accord maintenant pour libérer le plus d'otages possible, puis on vainc le Hamas plus tard? Ou bien dites-vous qu'il faut vaincre le Hamas maintenant parce que c'est plus urgent? Nous évoquons une opération militaire à Gaza, car c'est le principal bastion du Hamas. C'est là que le Hamas a construit des tunnels sous littéralement tout à l'intérieur de Gaza. Ce n'est pas pour protéger les civils. Il s'en sert en surface pour couvrir son infrastructure militaire souterraine. Oui, ils choisissent de ne pas les laisser. Comment faisons-nous? Désolé, je voulais dire qu'ils refusent de laisser ces civils entrer dans les tunnels pour leur sécurité. Mais qu'en pensez-vous? Nous avons la Grande-Bretagne. Julia? C'est fou, Gaza a le plus vaste réseau d'abris anti-bombes souterrains au monde. Ces 500 km de tunnels, Sont les plus grands. réseau d'abris anti-bombes au monde, et ne laissent rien s'échapper. En effet, qu'en penses-tu? Nous avons eu, tu sais, des journalistes, moi, l'Union nationale des journalistes, qui est en gros une sorte d'organisation communiste, d'après ce que je peux voir, appelant le numéro 10 en Grande-Bretagne à prendre des mesures contre Israël à cause de la mort de journalistes. Nous avons vu beaucoup de choses. Tu sais, ce regretté Benjamin Netanyahu évoque l'attaque contre l'hôpital. À Gaza, 20 personnes, dont 5 journalistes, sont mortes. Mais très souvent, lorsque des soi-disant journalistes, comme nous le comprenons, sont ciblés ou tués, en réalité, ils ne sont pas ce que la plupart d'entre nous considèrent comme des journalistes. Ce sont des propagandistes du Hamas, non? Ces personnes ont souvent célébré ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais à quel point devrais-tu t'inquiéter du fait que ce récit, qui est tellement présent dans les médias occidentaux, sape le soutien international à Israël? Oh, avons-nous gelé? Je crois que... Eilon Lévy, Eilon Lévy, Eilon Lévy, Eilon Lévy, exercice holomorphe. Elon, mon chéri, nous avons perdu le signal juste un instant. Pourrais-tu recommencer ta réponse? Merci. Oh, je crois que nous l'avons encore perdu. J'ai une autre question. Israël ne cible pas. Israël ne cible pas les journalistes en tant que tels. Israël attaque des cibles militaires du Hamas. Mais à Gaza, nous avons vu de nombreux militants du Hamas qui se déguisent en journalistes. Il y a au moins 30 cas de personnes portant des gilets de presse qui se sont avérées être membres de la branche armée du Hamas. De nombreuses personnes présentées comme journalistes travaillent en réalité pour la télévision du régime du Hamas. Ils travaillent pour Al-Aqsa Télévision, qui est elle-même désignée par les États-Unis comme un groupe terroriste en raison de ses émissions qui encouragent les attentats suicides d'enfants. Je ne sais pas comment ça marchait au Royaume-Uni avec le National Union of Journalists. Selon moi, on ne peut pas être journaliste et travailler pour une organisation terroriste. Exactement. Eilon Lévy, ravi d'avoir rétabli votre connexion. Merci beaucoup pour votre participation.